sûr, j'ai appelé à une manifestation proclamant que le pouvoir veut faire 3 pas en arrière en dépénalisant complètement la violence et en retirant aux victimes leur seul mécanisme de protection. Nous parlons bien de la Russie, pays représentant l'Eldorado de la gestation pour autrui des couples français, et qui plus est, l'aboutissement pour certains du droit pour les femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent. Oui, ce même pays qui vient en début 2017 de dépénaliser les violences domestiques alors que plus de 10 000 femmes meurent chaque année sous les coups de leurs conjoints. Vous vous demandez sûrement où je vais en venir, quel peut être le rapport entre la dépénalisation de la violence conjugale et monsieur et madame Nesson qui souhaitent que l'acte de naissance de leur fille soit reconnu par l'État français. Le débat sous-jacent à ces événements est celui des droits de la femme, du respect dû au corps humain. En partant en Russie pour avoir recours à la gestation pour autrui, pratique autorisée par la législation russe à titre onéreux ou non, les couples français encouragent ce commerce florissant qui porte fondamentalement atteinte à la dignité humaine. Le droit français ne prohibe pas la gestation pour autrui dans l'unique but de punir ou d'endeuiller davantage des couples dans l'incapacité d'avoir des enfants. D'ailleurs, en l'espèce, on ne peut blâmer la démarche et l'action de monsieur et madame Nesson. Elle était fondamentalement bienveillante vis-à-vis de la recherche de leur bonheur, dans la construction d'une éventuelle famille. Malgré cela, le législateur français se doit de prohiber catégoriquement cette pratique dans un souci maître de la dignité humaine, principe immuable prôné par la Déclaration universelle des droits de l'homme. La dignité humaine, d'une notion philosophique, religieuse à un principe fondamental de droit. Prenons un instant pour admettre une commune appréciation de cette notion dont la clarté significative est bien trop floue. Le philosophe allemand Emmanuel Kant semble être celui qui donne la meilleure définition de la dignité humaine en affirmant que l'être humain est infiniment au-dessus de tout prix. Autrement dit, les personnes ont une valeur absolue. La conséquence logique est celle du respect absolu lui aussi de toute personne. Cependant, en se penchant sur l'histoire de l'humanité, ne voit-on pas précisément que la barbarie commence dès qu'un homme méconnaît autant sa propre humanité que celle des autres? Dès qu'un homme oublie qu'en causant du tort à autrui, c'est à lui-même précisément qu'il fait du tort? La légalisation de la gestation pour autrui dans certains pays engendre une exploitation économique des femmes les plus défavorisées. En effet, une femme en détresse financière pourrait alors louer ses services pour éponger ses dettes, une étudiante pour payer ses études. Les femmes les plus aisées utiliseraient alors les services des femmes les plus pauvres. Les femmes les plus aisées utiliseraient alors les services des femmes qui manifestent un grand besoin d'améliorer leur situation matérielle. Il s'agit véritablement d'une exploitation des pauvres par les riches, et non pas, comme certains essaient de proclamer haut et fort, d'un progrès social. Ne sommes-nous pas dans ce cas de figure face à la méconnaissance par un homme de la dignité d'autrui? Le fait pour une femme de porter l'embryon d'une autre, contre rémunération ou non, est formellement interdit dans notre Code civil depuis 1994. La loi étant que la mère est celle qui accouche. Le Code civil dispose par ailleurs en son article 16-7 que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Le droit français considère que cette pratique est une commercialisation du corps humain et surtout un asservissement de la femme au désir d'enfant d'un autre couple. On oublie qui elle est, ce qu'elle ressent, pour se focaliser uniquement sur le service que son corps va rendre. La mère porteuse et l'enfant deviennent des objets du contrat, et c'est justement le fait de traiter une personne comme un objet qui présente une violation de la dignité humaine, tant pour la mère que pour l'enfant. Dès 1889, l'écrivain et scientifique Victor Maillet dénonce cette pratique de gestation pour autrui en décrivant ce à quoi notre société ressemblerait si on admettait sa légalisation. Ainsi se constituerait, conformément au principe moderne de la division du travail, le personnel de la fonction maternelle. Une femme pour la gestation, une femme pour l'allaitement, une femme pour l'éducation et la mère pour tout le reste. Mais avoir un enfant, est-ce un droit? Ou est-ce une opportunité, une chance, une éventualité? Non, avoir un enfant n'est pas un droit. La loi n'est pas faite pour satisfaire nos désirs et nos fantasmes, mais bel et bien pour y mettre des limites et protéger l'humanité de sa propre folie. Prenez le temps d'imaginer si en France, on voyait tous les jours circuler sur Internet et dans les journaux des petites annonces d'utérus à louer. Doit-on tout permettre afin que des couples puissent avoir un enfant? Repousser les limites et étendre le champ du commerce du corps humain afin d'assouvir le désir d'enfant des couples malheureusement dans l'incapacité d'en avoir? Néanmoins, les mœurs évoluent, la société française évolue. Et le droit se doit d'évoluer en même temps pour ne pas être en décalage avec la société qui le régit. C'est pourquoi, conformément aux droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation a dû admettre le 3 juillet 2015 qu'en présence d'un acte de naissance qui n'est ni irrégulier ni falsifié, et les faits déclarés correspondant à la réalité, la convention de gestation pour autrui, conclue entre le père de l'enfant et la mère porteuse, ne fait obstacle à la transcription de l'acte de naissance. Par conséquent, l'état civil devrait normalement retranscrire l'acte de naissance russe d'aimer, naissons conformément à l'arrêt de la Cour de cassation. Normalement.
Mais puisque tout ce qui se trouve conforme à la norme ne nécessite pas d'action en justice, nous avons bien ici le témoignage que cette demande ne relève pas de la norme. En effet, l'arrêt de la Cour de cassation précise que la transcription doit être faite à condition que l'acte de naissance ne soit ni irrégulier ni falsifié, conformément à l'article 47 du Code civil, affirmant que si l'acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, il ne peut faire foi et donc ne peut être retranscrit. En l'espèce, une erreur matérielle existe dans l'acte de naissance russe d'Aimé. On parle d'erreur matérielle lorsqu'une inexactitude se glisse par inadvertance dans la rédaction d'un acte. Compte tenu que cet acte de naissance reconnaît la filiation de M. Nesson avec son fils, mais que ce même acte de naissance désigne Mme Nesson comme la mère d'Aimé et non la mère porteuse en tant que mère, nous sommes obligés de constater l'irrégularité de cet acte. C'est en ce point précisément que demeure l'erreur matérielle. Évidemment, cette erreur involontaire de la part de l'État civil russe pourrait être considérée insignifiante, dérisoire, voire négligeable. Mais le ministère public ne peut faire dans la négligence. Son rôle est de faire respecter la loi et de représenter les intérêts de la société. Sans ce respect des lois, nous ne pourrions empêcher le développement de la loi du plus fort. L'obligation pour tous les citoyens de respecter les lois, même celles qui semblent de moindre importance, est la meilleure assurance que la liberté, les droits et la sécurité de chacun des individus soient garantis de manière effective. À l'époque de la Grèce antique, Socrate acceptera sa condamnation à mort au lieu de fuir. Il montrera l'exemple de l'attitude civique, afin de respecter la loi de la cité, même estimée injuste, car ces lois représentent la condition d'une bonne vie pour l'homme. Ce que le ministère public constate tout simplement, c'est que Madame et Monsieur Nesson, même s'ils l'estiment sévère, doivent respecter la décision car un non-respect de la loi laisserait apparaître une faille au sein de la règle. On franchirait alors le seuil vers l'assouplissement de cette règle et les dérives seraient inévitables. Ce n'est d'ailleurs pas au ministère public français de rectifier les erreurs de l'état civil russe. Il y a très certainement des malheurs qui vous abattent et d'autres qui vous permettent de renaître. À Madame et Monsieur Nesson de prendre leurs dispositions pour régulariser l'acte de naissance de leur fils, avant de revenir vers le ministère public. Ce sont pour toutes ces raisons que le ministère public maintient sa décision de refus pour la transcription de l'acte de naissance du fils de Monsieur et Madame Nesson sur les registres de l'état civil français.